Elle est votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Bonjour. Bonjour David. Mes vœux, bonne année. Oui. Et merci d'être avec nous. Bon, vous avez écouté le discours, oui. la déclaration de politique générale de François Bayrou hier devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en retenez? Moi j'ai mon idée, mais déjà, vous retenez quoi? J'en retiens que la première chose, c'est le constat. S'il faut réduire le déficit public de 50 milliards d'euros pour arriver à 5,5% du PIB, ça veut dire que si on ne fait pas cette réduction du déficit public, on sera cette année à 7% du PIB de déficit public. Hein. Comment vous arrivez? Parce qu'on est à 6 aujourd'hui. On est à 6,1, apparemment, ça se confirme en 2024. En 2025, s'il faut réduire de 50 milliards d'euros le déficit public pour arriver à 5,4 ou à 5,5, ça veut dire que sans réduction du déficit public, on serait sur une tendance spontanée de déficit de 7% du PIB. Hein. 50 milliards d'euros, ça fait à peu près 1,6 du PIB. Hein. Et donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que la tendance du déficit continue à être à la hausse. Qu'est-ce qui se passe, imaginons, que le budget ne soit pas voté, que potentiellement on aille à 7% de déficit? Alors on n'arriverait pas à 7% parce que, comme on applique le budget de l'année dernière... Ouais, j'ai vu l'OFCE a dit que ça faisait 18 milliards d'euros d'économies. Oui, ça fait des économies parce que sur les dépenses sont reconduites. Enfin, il va y avoir un budget. Enfin, il va y avoir. Attendez, Patrick. Oui, enfin, je pense qu'il y aura un budget. Et ensuite, la seconde réaction, c'est je ne sais pas où le gouvernement et le Premier ministre trouvent 50 milliards d'euros de réduction du déficit. Amélie Montchalin a dit pour la... Oui, 32 milliards d'euros d'économies, c'était ce matin, et 21 milliards d'euros de hausse d'impôts. Sur les économies, 2,2 milliards aux collectivités, 2 milliards sur les agences, les opérateurs de l'État. Il faut expliquer les agences et les opérateurs de l'État. Oui, mais les agences d'opérateurs de l'État... Parce que c'est le CNRS c'est tout ce qui est recherche universitaire, etc. Donc on ne va pas toucher à ça. C'est quoi une agence, un opérateur de l'État, pour celles ceux qui nous écoutent? Les grosses sont les agences, sont les universités et les agences de recherche des universités, enfin les instituts de recherche des universités. Bon, pas touche, quoi. Et France Emploi. Donc ça, non. Ok. Et donc, 2 milliards, c'est quand même très ambitieux. Et puis... Pour un coût j'ai vu le chiffre, je ne sais plus le coût annuel des agences, je l'ai vu passer. Mais c'est une baisse de 5% des crédits en moyenne. Oui, imaginons même ça fait 100 milliards. 2 milliards. 2 milliards de baisse des dépenses des collectivités locales. On est à 4. On est à 4. La santé, on a un ONDAM, c'est-à-dire une dépense prévue de la santé à 3,2%. Ça veut dire qu'il augmente plus vite que le PIB. Hein, et donc, il n'y a aucune économie sur la santé. Sur l'éducation, il n'y a pas beaucoup de baisse de postes, hein, puisqu'on a une réduction du nombre de baisses de postes dans l'éducation nationale par rapport à ce que voulait Michel Barnier. Enfin, déjà, je ne sais pas comment on fait 32 milliards de baisse des dépenses. Moi, j'arrive à... pour l'instant, ce qui était annoncé, c'est moins de 10 milliards, hein, honnêtement. Et puis sur les impôts, donc il y a la surtaxe sur... l'impôt sur les sociétés, 8 milliards d'euros. Oui, alors 8, c'était la version antérieure, donc ça ne pourra pas être rétroactif, donc ça sera probablement un peu moins. La taxe sur les très hauts patrimoines, en général, on estime ça à 2 milliards. Revenus ou patrimoine? Non, patrimoine, hein, c'est ce qui a été annoncé, c'est une taxe sur les très hauts patrimoines. Et donc, on arrive... La flat tax ne bougerait pas, resterait à 30%. Et la flat tax resterait à 30%, et on arrive à une dizaine de milliards. Donc, pour l'instant, des 50 milliards, il y a à peu près 20 qui ont été annoncés, et donc, il reste 30 à trouver. Bon, alors ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'est la croissance. Voilà, le gouvernement annonce 0,9% de croissance. Il a dit c'est le chiffre de la Banque de France. Oui, c'est le chiffre de la Banque de France. Bon, il y a deux cas de figure. Hein. Il y a le cas de figure où tout le monde reste pessimiste.
C'est-à-dire les ménages continuent à augmenter leur taux d'épargne et les entreprises continuent à geler leurs investissements. C'est la réalité aujourd'hui? Oui, c'est la réalité aujourd'hui. Vous savez que il y a des enquêtes, hein, plus de la moitié des entreprises déclarent dans les enquêtes avoir réduit leur budget d'investissement. Hein. C'est très documenté, et c'est les PME, les ETI, etc. Et donc, si on reste avec ce pessimisme donc, qui fait monter le taux d'épargne des ménages et qui conduit à un investissement qui a baissé hein, au troisième trimestre, hein, on fera pas 0,9. Hein. Et donc 0,9, ça suppose qu'on réenclenche un mécanisme de confiance, que les ménages consomment leur gain de pouvoir d'achat, qui est effectif, hein, l'inflation est plus faible que les hausses de salaire, et que les entreprises recommencent à investir. Donc, on ne sait pas, mais enfin, le gouvernement n'a que le scénario optimiste. Il n'a pas évoqué... Dans le meilleur des cas, on fait le 0,9. 0,9, et dans le pire des cas, on est autour de 0, quoi. Je veux dire, hein, si les ménages continuent à augmenter... Toutes choses égales par ailleurs, là, on prend quel chemin alors, pour l'instant, en Q4... La Banque de France a dit 0, non? La Banque de France dit c'est une tendance à 0,2, mais comme on a fait 0,4 avec les Jeux Olympiques, par effet de contre-coup, il n'y aura que 0 au quatrième trimestre, et puis on aura 0,2 chaque trimestre. Ouais. Donc c'est le scénario modérément optimiste. Hein. Mais ils aboutissent avec ça à 0,9. Oui, mais honnêtement... de croissance sur 2009. Mais la Banque de France et la direction du Trésor se sont systématiquement trompés depuis plusieurs années. Un, sur le taux d'épargne des ménages. Ils ont toujours pensé que les ménages allaient commencer à consommer et à réduire leur taux d'épargne. Et deux, sur les gains de productivité, ils ont toujours pensé que les gains de productivité allaient repartir. Donc ils continuent à penser ça. Si vous regardez les scénarios, on va faire 0,9 de croissance s'il y a un certain rebond des gains de productivité et si les ménages consomment une partie de leurs gains de pouvoir d'achat. Et donc il faut tenir compte d'un scénario plus pessimiste où tout ceci... et ça nous emmène où en termes de déficit public si on fait 0 ou 0,3 de croissance ou 0,4? Alors, en gros, chaque point de PIB en moins, c'est un demi-point de déficit public en plus, hein, à peu près. Ah oui, donc ça nous mène à 6,5, 6,6 potentiellement de déficit. Enfin, la grosse incertitude, c'est quand même... si on ne fait pas 0,9, si on fait que 0,5, ça fera que 2 dixièmes de PIB de déficit de plus. La grosse incertitude, c'est le passage du 7 spontané au 5,5, quoi. Et comment on fait ce passage? Et qu'est-ce qui se passe si le problème, c'est qu'on ne fasse pas les 5? Et alors, si on fait 6? Et alors aussi, le Premier ministre a dit aussi qu'il pensait que si on faisait effectivement ce passage du 7 spontané à 5,5, ce serait bon pour la croissance parce que ça restaurerait la confiance et ça ferait consommer les ménages et moins épargner les ménages. C'est pas complètement prouvé parce que ça veut dire que la contraction des dépenses publiques et la hausse des impôts n'aurait aucun effet négatif sur le PIB. Et l'histoire montre pas ça. Elle montre que chaque fois qu'on a réduit les dépenses publiques, on a augmenté les impôts, on a eu un effet négatif sur le PIB. Donc le meilleur cas, ça serait qu'il n'y ait pas de budget dans ces cas-là? Alors, oui, mais enfin, c'est pas très responsable. Enfin, je veux dire, je pense que, à nouveau, essayer de régler le problème budgétaire de la France uniquement en augmentant les impôts et en réduisant les dépenses publiques, ça ne marchera pas ou ça mettra un temps infini. Il n'y a pas d'autre solution? Il y a une solution, c'est de régler les problèmes structurels de la France. Ça produit des effets dans le temps. Ça. Oui, mais il faut se donner du temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de PIB, on n'a pas assez de production. On n'a pas assez de production essentiellement pour deux raisons. Un, la productivité a baissé, et deux, le taux d'emploi est trop bas. Si vous aviez le taux d'emploi en France de l'Allemagne, et si la productivité avait continué à croître de 1% par an, ce qui était la tendance jusqu'en 2019, vous auriez aujourd'hui 18% de PIB en plus.
Et on s'interrogerait sur la manière de dépenser cette excédent. Ce serait la cagnotte. Ce serait la cagnotte. Et donc, tant que vous ne réglerez pas ça, c'est-à-dire tant que vous ne faites pas augmenter le taux d'emploi des jeunes et des plus de 60 ans, et tant que vous ne réglez pas le problème de faible productivité, vous n'arriverez pas vraiment à régler le problème de déficit public, le problème de croissance. Il y a l'urgence de baisser parce qu'on s'est engagé à faire 3% de déficit public en 2029. Et donc, il y a une trajectoire qu'il faut bien initier. Donc, oui, mais... Ce sont des questions de long terme, ça, la productivité, le taux d'emploi. Oui, mais honnêtement, est-ce que vous avez entendu productivité dans le discours du Premier ministre? Est-ce que vous avez... Alors, taux d'emploi, peut-être qu'on s'apprête à abandonner une partie de la réforme des retraites, qui était quand même la méthode pour faire monter le taux d'emploi. Patrick, qu'est-ce qui se passe si on est finalement en fin d'année à 6% de déficit public, qu'on reste au niveau de 2024? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Alors, le vrai problème, c'est... si ça incite les agences de rating à baisser la note de la France à simple A. Qu'est-ce qui se passe si une agence de rating baisse simple A, c'est un autre monde que 2A-. Enfin, moi, j'en parle à beaucoup d'investisseurs français ou étrangers. Ils me disent que 2A-, bon, c'est honorable, c'est pas... Simple A, ils me disent que soit leurs règles internes, soit leur jugement leur pousserait à alléger leur détention de dette française. Et donc le risque, c'est que si on est en fin d'année à peu près au même niveau que l'année dernière... C'est pas un scénario farfelu. Hein. Oh, c'est pas du tout farfelu. Enfin, ma conviction profonde, c'est que... qu'on sera au-dessus cette année de l'année dernière en termes de déficit public, qu'on sera au-dessus de 6,1. Bon, imaginons qu'on soit à 6, ce qui est comme un scénario relativement optimiste à la fin de cette année. Si ça pousse les agences de rating à dégrader la France en simple A, ça va accélérer le mouvement de hausse des taux d'intérêt parce qu'il y aura un certain nombre d'investisseurs qui réduiront leurs achats. À quel niveau ça devient insupportable pour la France? On est à 3,50 sur le 10 ans français. On était à 2,90 il y a quelques mois. Oui, alors 3,50, ce n'est pas la faute de la France. La France est prise dans le mouvement mondial de hausse des taux d'intérêt qui vient des États-Unis. Hein. Les taux américains sont à 4,75 et ils étaient à 3,50. Donc il y a un mouvement de hausse mondiale des taux d'intérêt qui est provoqué en fait par la réalisation de ce qu'aux États-Unis et aussi à un certain degré en Europe, on a plus d'inflation que ce que les investisseurs anticipaient avant. Aux États-Unis, on est bloqué à, si vous regardez l'inflation sous-jacente à Euroénergie, on est bloqué à 3,3 depuis. Et en Europe, on est à 2,8, hein, si vous regardez, et on était à 2,7 le mois dernier. Donc même on a une petite hausse de l'inflation. Et en fait, on n'arrive pas à faire davantage baisser l'inflation. Les banques centrales continuent à tenir un discours disant on va aller à 2. Moi, je ne suis pas du tout certain qu'on va à 2. C'est la BCE qui dit ça. La BCE. La BCE. Sur l'inflation, sur les taux, pardon. Non, sur l'inflation, on va aller à 2. Je ne suis pas du tout certain qu'on aille à 2 et je pense que l'inflation sous-jacente va rester à peu près pas loin de 3. Et donc, les marchés financiers ont révisé leurs anticipations de baisse des taux d'intérêt. À juste titre. À juste titre. Pas de la spéculation. Donc, aux États-Unis, on attend maintenant 3,75, 3,80 à la fin de cette année. Dans la zone de taux d'intérêt à court terme. Et dans la zone euro, on était à 1,75, on est au-dessus de 2 maintenant sur les attentes de taux d'intérêt de la BCE. On s'inquiète ou pas de ce mouvement, cette pression à la hausse sur les taux obligataires partout dans le monde? Oui, mais elle est inévitable. Je veux dire, si vous regardez... elle n'a rien de malsain. C'est complètement normal. On est dans un monde qui est assez inflationniste. Il y a aux États-Unis un problème d'ouverture des marges. Il y a l'anticipation des mesures de Donald Trump. Hein. Et en Europe, il y a encore toujours beaucoup de tensions sur le marché du travail. Il n'y a pas de gain de productivité. Donc il est assez normal que l'inflation américaine reste un peu au-dessus de 3 et l'inflation européenne juste un peu en dessous de 3. Dans quelle mesure tout ça peut faire trébucher les marchés actions qui pour l'instant sont relativement immunisés mais qui commencent un petit peu à caler? Oui, alors il y a deux problèmes avec cette hausse des taux d'intérêt à long terme. Un, c'est l'immobilier.
On se félicitait, par exemple, beaucoup en France, du redémarrage de la demande de logements neufs et des transactions chez les... Et les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers avaient baissé, dans certains cas, jusqu'à 3,10, 3,15. C'est fini maintenant. Ils vont remonter. C'est un taux d'intérêt à 20 ans, c'est au-dessus de 3... La baisse des taux du crédit immobilier est derrière nous. Oui, c'est au-dessus de 3,60. Ils vont remonter, les taux d'intérêt immobiliers. On est à 3,70 sur le 20 ans en France. Et donc, aux États-Unis et en France, c'est une très mauvaise nouvelle sur l'immobilier, parce que ça compromet la reprise de l'immobilier. Et puis sur les actions, aux États-Unis, le marché actions est assez immunisé. La grande problématique du marché actions aux États-Unis, c'est est-ce que vous croyez ou pas au bienfait de l'intelligence artificielle. Si les bénéfices par action anticipés, c'est 15% de croissance cette année et presque autant l'année prochaine. Donc c'est énorme. Et ils sont basés sur la croyance que l'intelligence artificielle va provoquer une expansion des gains de productivité, une hausse de la profitabilité des entreprises. Le marché européen est plus fragile en réalité que le marché américain parce que l'intelligence artificielle joue un rôle beaucoup plus faible. Je crois que c'est en Europe que la hausse des taux d'intérêt à long terme va avoir un effet négatif sur la performance. C'est terrible parce que ça nous vient, ce mouvement de hausse de taux nous vient des États-Unis. Alors la hausse de taux, elle a très peu... Alors la réalisation que l'inflation de la zone euro enfin, l'inflation sous-jacente est à 2,8, c'est européen, mais enfin, c'est un phénomène mondial. Mais il y a une partie qui est une transmission de la hausse des taux américaine. Inquiet ou pas, je reviens à la France, inquiet ou pas pour ce qui se passe en France, au vu de peut-être possiblement un budget qui pourrait passer avec ce qu'on a dit, 50 milliards d'euros en tout d'efforts, 30 milliards de baisse économique. Mais honnêtement, 50 milliards d'euros d'efforts, enfin, et une croissance qui atone, et peut-être 6% de déficit public en fin d'année. On se dit qu'on sera mieux en fin d'année que ce qu'on est en début d'année aujourd'hui en matière d'activité en France? À nouveau, il y a deux scénarios. Tout dépend des comportements d'entreprises qui sont complètement... Les entreprises ont complètement arrêté leurs investissements à partir de la dissolution. Est-ce que les entreprises reprennent confiance? Est-ce que les étrangers recommencent à investir en France? Donc, première question. Et à nouveau, deuxième question, on est à 18,2% de taux d'épargne des ménages. Si vous regardez ce qui était anticipé, c'est pratiquement 2 points de plus que ce qui était anticipé par la plupart des prévisionnistes. Si le taux d'épargne des ménages continue à monter, cette hausse mange les gains de pouvoir d'achat. Et donc, moi je ne sais pas. Vous redoutez ou pas une tempête financière sur la France? Pardon? Une tempête financière? Non. Le problème, c'est un étouffement lent de la croissance. Parce que la cause de tous nos maux, en réalité, je l'ai déjà dit, c'est l'absence de gains, enfin le recul de la productivité. On a 4 points de baisse de la productivité depuis 2019. C'est dû à quoi alors? C'est dû... alors il y a un petit bout qui est dû à l'apprentissage, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et l'essentiel, c'est dû à l'insuffisance de l'investissement, au fait qu'on travaille moins, à la hausse de l'absentéisme, enfin... et puis, on a une remontée très forte du taux de chômage des jeunes. On est presque à 20% de taux de chômage des jeunes quand les Allemands sont à 7%. Il y a nouveau, et je me répète, mais tant que vous ne corrigez pas le taux d'emploi, c'est-à-dire le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi de plus de 60 ans, il faut que ces deux taux d'emploi augmentent. Et tant que vous ne revenez pas à un niveau de productivité au moins... la productivité dans les autres pays de la zone euro a légèrement progressé depuis 2019. La productivité en France a baissé de 4 points. Si vous ne corrigez pas ce handicap de productivité, je ne sais pas comment quelque gouvernement que ce soit peut se tirer d'affaire parce que, à nouveau, vous n'avez pas de recettes fiscales. Juste sur les retraites, François Bayrou qui donc ne suspend pas, on l'a compris, la réforme des retraites, mais qui promet une discussion sans tabou, notamment même sur l'âge de départ à la retraite, qui donne 3 mois aux syndicats pour discuter et le patronat pour s'entendre sur des propositions de réforme ISO, j'ai envie de dire, qui n'aggrave pas le déficit public, enfin le déficit même, pardon, de l'assurance vieillesse. En l'absence d'accord, c'est la réforme actuelle, qui s'appliquerait, qui continuerait de s'appliquer. Mais on se dit, ça peut déboucher sur quoi? 3 mois de discussion entre les partenaires sociaux. Quand on n'a pas de marge de manœuvre financière, on connaît leur position aux uns et aux autres, quoi.
Bon, d'abord, c'est assez improbable que cette négociation entre les partenaires sociaux aboutisse. Deuxièmement, il faut quand même dire la vérité sur la réforme des retraites. La réforme des retraites prévoit que si vous êtes rentré jeune sur le marché du travail, vous avez un âge de départ à la retraite qui reste favorable. Si vous êtes rentré entre 16 ans et 18 ans sur le marché du travail, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans. Si vous êtes rentré entre 18 et 20 ans, vous pouvez partir à 62 ans. Donc en réalité, c'est un mélange d'une situation où il y a un allongement de l'âge minimum pour partir à la retraite, mais aussi on tient compte de la durée de cotisation. Donc c'est une réforme un peu mixte. On n'entend jamais dire que 40%, par exemple, ça commence à être connu, mais 40% des Français ne sont pas touchés par la limite de 64 ans. Il reste un départ à la retraite beaucoup, parce qu'ils sont rentrés sur le marché du travail entre 16 et 20 ans. Et donc, cette réforme est bien moins injuste que ce qu'on avance d'habitude, hein, puisque elle ne touche que les gens qui sont rentrés à plus de 60 ans sur le marché du travail. Et elle ne résout pas tous les problèmes, puisqu'il y aura encore 16 milliards d'euros de déficit en 2030, sans compter ce qui est payé par l'État pour les retraites des fonctionnaires. Mais de toute façon, le problème démographique, il est insoluble. On ne pourra pas résoudre le problème des retraites durablement en France, d'abord en jouant sur les paramètres du système de retraite. On a l'exemple allemand. Les Allemands sont passés de 65 ans à 67 ans sur l'âge légal de la retraite. L'âge effectif de départ à la retraite en Allemagne, c'est 64 ans et demi. Nous, c'est 63 ans et demi dans le privé. Oui, c'est 63 ans pour l'ensemble de la population. Et en fait, on va assez rapidement arriver à la limite où les individus ne veulent pas travailler plus tard dans leur vie, qui est à peu près 65 ans. Je veux dire, il y a très peu de pays où les individus acceptent de travailler à plus de 65 ans, et ils préfèrent avoir une retraite un peu plus basse, quitte à pas aller jusqu'à l'âge légal. Et donc, on ne pourra pas jouer sur ce paramètre très longtemps. Et donc, il va falloir trouver d'autres solutions au rééquilibrage des retraites. Aujourd'hui, vous avez 1,70 actifs par retraité. En 2060-70, vous aurez à peu près 1,30 actifs par retraité. Si vous ne changez aucun paramètre, hein, le poids des retraites dans le PIB va passer de 14 à plus de 18%. Donc il va falloir changer d'autres choses que le paramétrage du système de retraite. Alors changer d'autres choses que le paramétrage, c'est quoi alors ? C'est introduire une dose de capitalisation. Sujet tabou. Oui, et c'est pas une très bonne idée en phase de vieillissement. Les pays qui l'ont fait il y a 40 ans ont bénéficié d'une structure pyramidale des âges très favorable. Quand vous avez beaucoup de gens qui prennent leur retraite et peu de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, vous avez spontanément une baisse des cours boursiers, hein, parce qu'il y a moins d'acheteurs d'actions que de demandeurs. Donc mais il va falloir probablement changer l'organisation du système de retraite, mais vous ne pourrez pas résister au choc, ou alors on accepte une immigration très importante qui neutralise l'effet du vieillissement et de la baisse du taux de fertilité. Mais vous n'arriverez pas à stabiliser, et ce n'est pas que les retraites, c'est la santé. Les plus de 65 ou surtout les plus de 75 ans consomment incroyablement plus de santé que les jeunes. Et donc la déformation de la structure des âges va poser un problème énorme d'équilibre du système de financement de la protection sociale. Bon, avant de se quitter, juste une question qui n'a rien à voir, mais le CAC est à 7400 points. On peut finir l'année où sur le CAC 40 ? Écoutez, moi je suis assez pessimiste parce que moi je pars de l'idée que les gouvernements de coalition ne réforment jamais, qui est assez démontré dans la littérature économique. Et donc, on n'a pas une coalition, mais enfin, on cherche un accord de non-censure. Donc, ça ressemble à une coalition. Donc, probablement, ce gouvernement, mais comme les autres, peut-être futurs, fera peu pour réduire le déficit. Oui, mais la France, ça pèse peu dans les comptes des boîtes du CAC 40 ? Alors oui, la France, ça pèse 20%. Ouais. Mais il y a quand même un lien important, anormal, hein, entre le CAC et... Et puis, il y a les small mid-cap, hein, quand même, qui sont beaucoup plus... Donc le CAC plus haut ou plus bas que le niveau actuel ? Le CAC, plat.
là? Oui, restant au niveau actuel. On est à 7450 à peu près. Il faut rester ou pas exposé aux actions américaines, même si elles sont très chères? Oui, mais je crois que, à nouveau, il y a deux scénarios sur les États-Unis. Soit l'intelligence artificielle ne tient pas ses promesses. C'est compliqué qu'elle tienne ses promesses. Vous avez aujourd'hui, il faut des énormes investissements dans l'intelligence artificielle qui aujourd'hui ne procurent pas de résultats. Et donc c'est un pari sur le futur. L'IA, c'est un pari sur le futur. C'est un pari sur les revenus que procurera l'IA dans le futur. Et c'est très aléatoire, ce pari. Donc si vous êtes très optimiste sur l'intelligence artificielle, comme les États-Unis font presque 65% des investissements mondiaux en intelligence artificielle, bah vous mettez tout votre argent en actions américaines. Mais si vous pensez que comme Daron Acemoglu, si vous pensez que l'intelligence artificielle a des bienfaits très très surestimés, il y aura une correction sur les actions américaines. Donc à nouveau, je ne sais pas, ça dépend vraiment de l'avenir, des gains de productivité et des gains de résultats des entreprises procurés par l'IA. Les paris à prendre sur les actifs financiers cette année, pour vous? Bon, moi, j'avais pris le pari à la fin de l'année dernière, qui était gagnant, que les taux d'intérêt à long terme allaient substantiellement remonter. Aujourd'hui, les taux d'intérêt à long terme sont à peu près à leur niveau d'équilibre. On est à 4,75 aux États-Unis, on est à 3,20, 25 en France. Donc, là, on est à plus, on est à 3,50 en France. On est à 3... Oui, sur le 10 ans français, on est à 3,50. Oui, 3,47 ce matin, 3,47 en France. Bon, on a fait tout le chemin qui était nécessaire. Donc je crois qu'il n'y a plus de paris à prendre sur les placements obligataires. Et donc alors, ok, et donc on peut maintenant rallonger les durations des portefeuilles obligataires qu'il fallait conserver depuis septembre, octobre, novembre, qu'il fallait conserver très courtes. Et là, on l'avait dit d'ailleurs, je crois que c'est dans cette émission, on avait dit qu'il fallait avoir des durations du portefeuille obligataire courtes parce qu'il y aurait une remontée des taux d'intérêt. Je pense que maintenant, on peut rallonger, les rechercher plus loin sur la courbe des rendements obligataires. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.